à travers mes recherches dans tout ce qui est la protection de la jeunesse, on voit qu'il y a des différences au niveau des anglophones, francophones, à cause du fait que les anglophones au Québec sont une minorité. Donc, on parle de tout ce qui est une double minorité, le fait d'être noir, puis aussi le fait d'être anglophone, qui amène des différences au niveau de tout ce qui est l'accès à des services puis traitements. Il y a aussi différents projets de recherche où, justement, j'ai entendu des personnes anglophones noires témoigner à quel point qu'ils n'accédaient pas ou ne pouvaient pas accéder les différentes instances, les services, les systèmes de services sociaux à cause de plusieurs des refus des personnes ou accès à l'information de leur soigner en anglais. Donc, tout ça amène une certaine réticence d'aller chercher de l'aide parce que est-ce que je vais être compris? Est-ce que je vais pouvoir m'exprimer? Donc, tout ça amène, quand on parle d'une crise au niveau de la santé comme la pandémie, mais il y en a plusieurs au niveau de leur santé qui vont peut-être pas aller chercher l'aide qu'il leur faut à cause de cette réticence. On peut aussi parler de tout ce qui est l'accès. Si on ne peut pas parler français, qu'est-ce que ça pourrait engendrer dans tout ce qui est les soins qu'on va aller chercher? L'information aussi, l'information sur où se faire vacciner, quoi. Là, je parle de mon propre expérience parce que je suis maman, puis j'envoie mes enfants en école française. Puis les communications de l'école, du commission, est en français. Puis dans ces documentations, on a beaucoup d'informations qui parlent justement de c'est ça qu'il faut respecter, quand est-ce qu'on peut envoyer notre enfant à l'école, sinon... Donc, tout ça, ça vient en français. Donc, je ne peux pas m'imaginer pour les parents anglophones qui n'ont pas le choix que d'envoyer leur enfant dans des écoles francophones, comment est-ce qu'ils s'en sortent? Cette pandémie, ça fait 1 an. Donc, il y a eu, justement, si on regarde, il y a 1 an, printemps-été 2020, il y a eu une baisse au niveau des signalements. Donc, on disait, les écoles étaient fermées. Donc, les écoles, les signalements, en fait, c'est souvent les écoles. Les écoles sont les yeux, si on veut, sur nos enfants, de nos enfants. Et puis, avec la fermeture de ces écoles, il y a eu une baisse des signalements. Depuis la réouverture, on est actuellement en hausse de signalements. À quel point que les directions de la protection de jeunesse ne sont pas en mesure de répondre. La situation est vraiment inquiétante. La détresse au niveau familial, les cas de féminicide, on sait qu'on est en train de souffrir. Puis, on sait que c'est les enfants, tu sais, parce que non seulement ça, la protection de la jeunesse, c'est pas tous les enfants. Donc, on sait qu'il y a certains enfants qui sont en train de vivre des situations qu'on n'a aucune idée. On n'est pas au courant. Donc, je pense que tout ça, cette pandémie, toute la souffrance, le fait que les enfants étaient à la maison, le fait que les enfants ont pris de retard au niveau scolaire, le fait que les parents, justement, ne sont pas en mesure, lorsqu'il y a des fermetures de classe, jongler le travail, jongler l'étude à distance, surtout si on ne parle pas français, pour pouvoir aider nos enfants. Tout ça, c'est un stress. Donc, on peut s'attendre à qu'est-ce qu'on voit maintenant, un rebond, si on veut, des signalements qu'on n'a pas eu l'année passée, qui là sont présents, puis ils sont plus dans une situation de haut risque, mais on parle de bas risque, on parle de haut risque. Puis aussi, lorsqu'on parle de la détresse au niveau des intervenants, ça aussi, ça joue. Des intervenants qui sont pas capables à faire le travail à cause du fait que leurs conditions de travail
Hein, puis ça, c'est des corps de travail qui sont obligés, manque du personnel. Donc, tout ça, ça fait que c'est un cocktail qui va avoir des conséquences, je pense, sur nos enfants. Le fait aussi, parce que cette pandémie, il n'y a rien qui a été causé, c'est ça aussi qui est important. Il n'y a rien qui a été causé par la pandémie. La pandémie s'est agi comme un accélérant. Donc, tous les fissures qui étaient déjà présents avant sont juste là devant nous, comme des gaping holes. Hein? Donc, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Tout ce qui est les iniquités, les injustices, la précarité, tout ça, ça s'est accéléré avec une vitesse, avec cette pandémie, qui fait que on n'est pas en mesure de répondre, puis qu'on n'a pas le choix aussi de répondre. Donc, à un certain point, on est en train de faire face à des choses qu'on négligeait. Quand les écoles étaient fermées, on ne savait pas c'était quoi ce qui se passait pour ces enfants-là. C'est pour ça qu'il y a eu une baisse. C'est pour ça aussi que pour moi, c'est problématique de se fier DPJ parce que le DPJ n'était pas présent, ne pouvait pas répondre parce que les écoles étaient fermées. Mais si on avait une communauté, des groupes communautaires, un filet social, c'est parce que c'est les enfants. Ces enfants n'étaient pas à l'école, mais ils étaient dehors, ils étaient peut-être, ils cherchaient de l'aide dans les banques alimentaires. Donc, il y avait des instances non formelles, des instances communautaires qui avaient quand même une certaine visibilité sur ces enfants-là. Donc, si on pouvait donner plus, miser plus sur la communauté, je pense qu'on aurait pu avoir une différente réponse parce que la communauté est là la fin de semaine, est là en soirée. Colors of COVID, c'est un projet, oui, mais je dirais que c'est aussi un mouvement. Thierry Lindor, qui est entrepreneur, a développé le plateforme Colors of COVID après une certaine réticence. Mais on ne pourrait pas dire une certaine réticence, on peut dire un refus du gouvernement de colliger des données au niveau de la race au début de la pandémie. Puis, ce projet vise à justement aller chercher les données au niveau de l'impact sur la pandémie, sur la communauté noire. Donc, en partenariat, on peut dire, ou avec l'aide de différents organismes communautaires. D'ailleurs, un des organismes communautaires, je travaille depuis longtemps avec. Et puis, c'est par cette voie-là que j'ai été introduite au projet. Et puis, qu'est-ce qu'on essaie de faire au niveau universitaire? C'est de vraiment se centrer sur à Montréal, en fait. Donc, on a eu une subvention pour vraiment comprendre la réalité à travers la plateforme de la communauté noire en réponse à la pandémie à Montréal. Et on utilise ces données pour aller alimenter nos réflexions, puis chercher aussi à travers les différents groupes communautaires leur compréhension de qu'est-ce que ces données veulent dire, puis est-ce que c'est vraiment, est-ce que ces données sont vraiment parlantes, puis qu'est-ce qu'on peut envisager comme solution. Donc, mon rôle, c'est vraiment d'aller chercher à travers les données du Colors of COVID Platform une analyse plus approfondie de la pandémie sur la communauté noire ici à Montréal.
malgré que c'est un sondage, en fait, qui était vraiment, le marketing, c'était pour les personnes noires, on a eu des répondants qui ont été de d'autres races. Donc, ça nous a permis de faire certaines comparaisons. Puis, qu'est-ce qu'on sait, c'est que les personnes noires ont été plus touchées au niveau de l'insécurité alimentaire, au niveau du logement, au niveau de perte des espaces communautaires, au niveau de la discrimination, au niveau de personnes qui ont connu puis qui ont décédé du COVID-19. C'est vraiment les communautés noires qui ont été les plus touchées si on les compare à d'autres groupes d'autres groupes raciaux. Donc, avec ces indicateurs, on a pu faire une échelle, si on veut, du stress pour voir justement est-ce qu'une augmentation de ces indicateurs parle au niveau du santé mentale. C'est comme un petit peu difficile à décrire, mais qu'est-ce qui ressortait vraiment quand on a été faire ce modèle statistique, c'est que les jeunes sont vraiment plus touchés. Les jeunes, puis aussi, qu'est-ce qui sortait de cet indicateur de stress, si on veut, c'est la question de profilage, puis la question de discrimination. Donc, les jeunes sont plus susceptibles à vivre la discrimination et le profilage, puis c'est vraiment ça qui amenait leur relation avec la santé mentale. Donc, tout ça, on ne peut pas dire de façon c'est pas la causalité, on parle des associations. Donc, on sait qu'il y a une association à faire entre l'âge, le profilage racial, discrimination et santé mentale. C'est important d'aller chercher ces données parce que on a besoin de ces données pour pouvoir répondre. Puis, on ne peut pas répondre à quelque chose qu'on ne sait pas. On ne peut pas répondre de façon cible. Donc, quand on parle d'une réponse au niveau de la pandémie, on sait qu'on n'a pas tous été impactés de cette pandémie de la même façon. Donc, ça ne nous prend pas une façon de répondre, ça nous prend plusieurs. Donc, pour pouvoir justement savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour la communauté noire, on a besoin d'avoir des données de la communauté noire. On a besoin de comprendre l'ampleur. Puis on a besoin de aussi comprendre que ce n'est pas juste une communauté noire homogène. On a besoin de pouvoir faire des analyses pour savoir, OK, mais comment est-ce que notre communauté noire, des personnes âgées, communauté noire, des familles, puis d'autres communautés au sein de la communauté noire ont été impactées. C'est par cette voie-là qu'on pourrait avoir des solutions pertinentes, efficaces, puis qui répondent vraiment aux besoins de la communauté.